Donc bonjour à tous et merci d'être présents pour cette table ronde dont le thème donc, sera les soft skills, intérêt des RH aujourd'hui pour la pensée critique et autres aptitudes. Donc, autour de la table, donc, trois interlocutrices qui vont pouvoir venir apporter leurs connaissances, leurs expériences et leurs richesses sur le sujet. Donc ce que je vous propose dans un premier temps peut-être c'est simplement de faire au moins à minima ce tour de table pour savoir qui est là aujourd'hui. Donc juste je me présente rapidement, donc Linda Longeau, coach et consultante en accompagnement du changement. Bonjour à tous, je suis Alice Michel, je suis la directrice des ressources humaines de la communauté d'agglomération du Sicoval. Bonjour à tous, donc moi je suis Bérangère Moussard, en charge du développement RH chez Berger Levroux, éditeur de logiciels, juste à côté, le grand bâtiment noir et rouge. Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle Bessez et je dirige le cabinet Wonjo, cabinet conseil et organisme de formation en qualité de vie au travail. Donc merci à toutes les trois pour votre présence. Donc la pensée critique en entreprise. Moi, j'avais envie de commencer simplement en introduction sur la critique. Finalement, la critique, c'est un terme qui est souvent péjoratif et qui est communément, c'est souvent compris comme l'émission d'un jugement négatif. Mais ce n'est qu'un sens très particulier finalement que ce mot a. Il y en a bien d'autres, et notamment quand on regarde son étymologie, puisque la critique, ça vient du grec kritikos, qui signifie que la personne est capable de discernement et de jugement. Et ce mot est lui-même issu d'un autre mot, qui est le verbe krinien, qui en fait, lui, signifie séparer, choisir, décider. Alors une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en effet la critique finalement relève plutôt et avant tout du tri des idées. Et donc la première question par rapport à tout ça, ce sera de savoir en effet, selon vous, mesdames, qu'est-ce que la pensée critique ? De quoi s'agit-il ? Et finalement, si vous voulez aussi peut-être élargir un petit peu, c'est nous dire cette pensée critique, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une compétence ou d'une attitude ? Je souhaite commencer. Alors pour moi, l'esprit critique, c'est savoir s'interroger et se poser des questions. En fait, c'est finalement ne pas se limiter à systématiquement refaire ce qu'on a toujours fait. Finalement, utiliser des méthodes de travail, notamment des procédures, etc., parce que ça s'est toujours passé comme ça dans l'entreprise ou dans la collectivité. C'est aussi oser exprimer un avis, et notamment un avis divergent, c'est-à-dire oser quelque part prendre son courage à deux mains pour aller peut-être s'opposer et exprimer un point de vue qui diffère de celui de la majorité. Et enfin, c'est pour moi aussi oser remettre en question l'information que tout le monde estime la vérité. Voilà. C'est ne pas finalement se limiter à une forme de confort, avoir un peu d'interrogation et voilà, savoir se poser les questions. Ok, savoir se poser les questions. Emmanuelle, Bérangère, vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Vas-y, je t'en prie. Pour moi, je fais le constat en tout cas que c'est une compétence comportementale, mais dont on parle beaucoup plus depuis quelques années. Avant, on en parlait spécifiquement peut-être pour des métiers type journalisme ou autre, où c'est vraiment le cœur de leur métier. Et aujourd'hui, c'est une compétence comportementale qui fait beaucoup plus sens dans toutes les organisations. Enfin, notamment dans la mienne, on n'en parlait peut-être pas il y a quelques temps, et maintenant c'est vraiment quelque chose qui est recherché de manière assez significative du fait de l'environnement dans lequel on est et qui est très très mouvant, de manière assez flagrante. Et donc pour moi, l'esprit critique, c'est une vraie compétence comportementale comme je le disais, et c'est savoir challenger l'existant, mais tout en faisant preuve d'humilité. Pour être soi-même challengé. C'est vraiment dans les deux sens. Et justement, alors j'y apporterai aussi un aspect autour du collectif. C'est être challengé au profit du collectif pour justement faire partie de toute cette mouvance qu'on constate de manière accélérée depuis un certain temps. Voilà, je vais ajouter ça. Ouais, moi, je suis très en phase avec ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est un état d'esprit, avant tout.
une capacité à être en porosité avec les points de vue des personnes qui nous entourent, qui sont plus ou moins proches. On peut avoir tendance à se rapprocher de nos communautés pour être dans une forme de confort et finalement se retrouver avec des personnes qui partagent nos points de vue. Et il y a une forme de courage pour moi, dans la personnalité de la personne qui fait preuve d'esprit critique. Il y a aussi, selon moi, un lien avec la valeur qu'on s'accorde, avec la légitimité. C'est-à-dire que je vais douter de ma légitimité, de ma crédibilité. Je vais douter que le point de vue que j'ai est le bon. Je vais douter du tien également. Je vais interroger ta légitimité et je vais interroger la mienne. Et dans un monde aujourd'hui, et je vais parler plutôt de la France, où on sait qu'une écrasante majorité d'entre nous ont des problématiques d'estime d'elles-mêmes, je trouve ça très guérisseur, que de pouvoir se poser la question de, finalement, est-ce que je peux croire en ce que je crois ? Je reprends un petit peu ce que vous avez dit, et j'entends humilité, ouverture au collectif, être ouvert, le courage, le doute. Donc moi, j'aurais envie du coup de vous poser une autre question qui est plutôt en lien finalement avec les soft skills en général. L'esprit critique, à quel autre soft skills finalement est-il relié, ou de quelle autre soft skills, ou de quelle autre compétence peut-être est-il dépendant? Qui a envie de répondre? Alors pour moi, je ferai un lien avec déjà la capacité d'analyse, justement, à aller chercher l'information, à la digérer, aussi savoir la retranscrire aussi, en tout cas après l'avoir un petit peu critiqué et challengé. La capacité d'apprentissage aussi, c'est je pense aussi important à partir du moment où on a justement comment expliquer, c'est très important aussi, au-delà de faire un constat, c'est après aussi de mettre en œuvre pour avancer vers d'autres choses, et capacité à résoudre des problèmes complexes. Ça, je pense que c'est vraiment au cœur de l'esprit critique, et c'est en tout cas les 3 liens que je pourrais y faire. Alors en ce qui me concerne, notamment par rapport à une pratique professionnelle, la question de la pensée critique me fait aussi penser en fait que l'ensemble des soft skills, même si ce sont des atouts, on peut vite tomber dans des dérives. C'est-à-dire que pour moi, trop de pensée critique, ça, à terme, à force de se poser des questions, on peut vite tourner en rond et finalement ne jamais décider. Donc moi, l'autre soft skills qui me paraît directement en lien avec ça, c'est la capacité à savoir prendre des décisions et à savoir les assumer. C'est-à-dire, au bout d'un moment, faire un choix. Il n'y a pas très longtemps, au travail, on m'a dit que choisir, c'était renoncer. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, trancher, savoir se décider et savoir surtout assumer ses décisions, c'est-à-dire être en capacité de les expliquer et de faire face aux éventuelles critiques qui peuvent en découler. Et ensuite, les autres thèmes auxquels me ramène la pensée critique, c'est les capacités d'écoute et de dialogue, et forcément, du coup, en conséquence, la bienveillance. Parce que la pensée critique, c'est confronter sa pensée avec celle des autres, et donc être en capacité de débattre, donc savoir pratiquer l'écoute active. Et voilà, je pense que, en ce qui me concerne, c'est ça. Excusez-nous, on gère des problèmes techniques en parallèle. On est capable de faire plusieurs choses en même temps. Pardon pour l'inconfort. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mesdemoiselles. Je rajouterais, et là je prends une casquette de communicante, qu'à mon sens, il y a des vraies compétences de communication à avoir pour honorer l'esprit critique et le sens de la pensée critique. Vous avez parlé d'une capacité à questionner, à aller chercher l'information, des compétences très rationnelles, très analytiques. À mon sens, il y a aussi des compétences d'ordre relationnel, la capacité à questionner comme il faut. Et quand je dis questionner comme il faut, c'est savoir poser les questions avec un fond bien travaillé et une forme, s'exprimer de manière assertive, questionner sans agressivité. Il y a pour moi vraiment une histoire de posture derrière. C'est-à-dire que garder toujours en tête que ce qui est le plus important, c'est la relation, c'est pas d'avoir raison.
qu'on n'est pas là en train de mener un combat pour savoir qui est le plus fort de nous deux. Il n'y a pas d'histoire de rapport de force, il y a l'histoire de nourrir notre relation et de la voir comme l'occasion, le cadre constructif pour grandir ensemble. Et ça, notre capacité à questionner efficacement et à nous exprimer avec assertivité, pour que vraiment le sujet qui nous unit, ça soit le sujet et non pas le rapport de force, ça me paraît très important. Donc merci en tout cas pour vos retours. Je fais juste un petit lien, puisqu'il y avait eu en effet une enquête qui avait été faite et qui avait été présentée au Forum de Davos en 2017, qui justement faisait un focus sur les compétences clés que les entreprises allaient exiger en 2020. Alors, c'est derrière nous, c'est vrai. Mais quand on regarde, en effet, ces 10 compétences qui étaient exigées, justement, attendues en tout cas, on avait la pensée critique qui arrivait en 2e position. Aujourd'hui, elle est on ne peut plus prégnante. Juste derrière la résolution des problèmes complexes, dont tu as parlé, Bérangère. Et juste après, la créativité, la gestion des personnes, la coordination avec les autres, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, en effet, l'analyse et la prise de décision, l'orientation service, la négociation et enfin la flexibilité cognitive. Donc c'est intéressant en effet de voir à quel point toutes ces compétences sont extrêmement liées et comme tu le disais très justement Alice, c'est être en garde aussi de ne pas tomber dans les travers d'une compétence et en mobilisant justement d'autres compétences. Alors tout ça m'amène en effet à penser aussi à cette compétence et notamment à cette compétence dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, justement, par rapport au monde du travail, comment est-ce que ça se traduit dans le monde du travail et en fait, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est le rôle, finalement, de cet esprit critique dans une partie du monde du travail, qui est la partie du recrutement? Alors, je ne sais pas laquelle a envie de commencer. En sachant que j'aimerais bien vous poser la question d'abord de savoir qu'est-ce qui se passe côté recruteur. Alors, il y a 3 ans, donc j'ai mis en place une cellule recrutement et j'ai fait le constat rapidement d'un manque d'esprit critique chez les recruteurs. Et peut-être, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu des entretiens où vous en êtes ressortis en disant mais sur quoi il m'évalue? Alors des fois vous n'avez même pas le temps de parler parce que le recruteur ou le manager peut davantage parler que le candidat. Et finalement, ça manque beaucoup d'objectivité. Enfin, clairement, il y a beaucoup d'entretiens où on se dit mais je ne sais pas sur quoi je suis évaluée, comment mon dossier est porté auprès d'un manager ou voilà. Et donc, je trouve que ça met en inconfort les candidats et puis je pense aussi que ça met en inconfort les recruteurs et les managers. Donc, dans ce cadre-là, on a mis en place la méthodologie de l'entretien structuré. Je ne sais pas si vous connaissez de nom. C'est une méthodologie qui est reconnue dans le monde du recrutement, alors qui est à ce jour pas toujours appliquée, ce qui est dommage. Mais je vais vous en expliquer un petit peu les concepts pour que vous compreniez en quoi ça consiste. Donc déjà, l'intérêt de cette méthodologie, c'est une constance, c'est-à-dire d'avoir une constance d'évaluation entre les différents candidats. Et c'est d'éviter d'évaluer un critère chez un candidat qui est complètement hors sujet par rapport à un poste, et un autre critère auprès d'un autre candidat qui fait partie du même processus, mais finalement qui ne convient pas non plus. Donc déjà, c'est un vrai intérêt pour avoir une évaluation constante sur tout le processus de recrutement. Deuxième aspect, ça génère de la solidité dans l'évaluation, c'est-à-dire qu'après on est en capacité aussi d'avoir des arguments et une analyse très poussée sur la manière dont on a évalué un candidat. Et troisième point, ça génère, c'est très important, une relation saine avec les candidats, c'est-à-dire qu'après on revient vers le candidat pour lui expliquer qu'est-ce qu'il fait de manière très objective et très claire sur la manière dont on a évalué la personne. Et puis, ça permet des échanges extrêmement constructifs, même quand le retour est négatif. Donc pour ça, pour ces différents critères, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Mais donc,
il faut qu'on définisse des critères. Donc, un critère, c'est une soft skills. C'est pour ça que là, on refait le lien avec le sujet. Donc, en fonction du poste, une soft skills évaluée peut être différente. C'est-à-dire que pour un commercial, je vais évaluer, je vais mettre comme critère le sens du service client, la persévérance, etc. Pour un autre poste, ce sera un autre critère. Donc, il y a cet exercice qui est à faire avec les managers de dire quels sont les critères qui sont nécessaires pour mon poste, pour éviter d'évaluer, je ne sais pas, le sens du collectif alors que la personne, elle va travailler toute seule, et d'éviter d'être hors sujet, justement. Donc, par rapport à ces critères, justement, à définir, on part qu'on appelle de la méthodologie de l'incident critique, c'est-à-dire on demande aux managers, on les challenge, disant, mais pour ce poste-là, quelle est la situation dans laquelle, qui ferait que la personne serait en surperformance ou en sous-performance. Donc là, ça permet aussi de faire cracher justement le manager sur les vrais critères qui font que pour ce poste, c'est important d'évaluer telle ou telle soft skills. Donc souvent, on est sur 4 critères maximum pour un poste parce que justement, ça évite d'aller chercher un mouton à 22 pattes alors que finalement, le poste ne nécessite pas ces compétences spécifiques. Donc à partir du moment où on a fait cet exercice des incidents critiques, on arrive à avoir nos critères. Et donc là, la question, c'est de préparer notre entretien et d'éviter de poser les questions. Alors peut-être que certains aiment cette méthode de questions, mais les questions du type j'ai un verre d'eau et combien de bassines je peux remplir, etc., ça n'apporte rien. L'idée, c'est justement d'avoir des compétences, des questions qui sont liées aux compétences comportementales, donc les critères qu'on veut évaluer. Donc ça peut être des questions du type situationnel ou comportemental. Imaginez-vous que ou racontez-moi que. Pour justement faire en sorte que le candidat, il exprime vraiment ce qu'il a réellement vécu. Et dans ces situations-là, on se retrouve vraiment à avoir de la matière et de sortir de la situation où on dit oui, moi je suis rigoureuse. Oui, mais alors expliquez-moi une situation, alors de manière détournée, souvent, parce qu'on ne dit pas êtes-vous rigoureuse, souvent on sait la réponse qui va arriver derrière. Mais voilà, en tout cas, c'est des questions comportementales, situationnelles, qui permettent ensuite d'avoir un contenu d'entretien assez riche et avec lequel on peut être en capacité après de défendre un candidat ou au contraire de dire non, vous ne convenez pas au poste par rapport aux attendus initiaux. Voilà, donc c'était pour partager cette pratique-là qui fait que souvent en plus les candidats, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vivre ce type d'entretien, ils trouvent les entretiens pas toujours simples, mais constructifs. Donc c'est là où je dis qu'à un moment donné, ça génère aussi une relation de confiance et saine avec les candidats, parce que c'est pas simple, c'est un challenge, clairement, mais pour autant, on est vraiment sur des bases objectives. Donc c'est là où je pense que c'est tout l'esprit critique aussi qu'il est nécessaire de définir auprès des recruteurs. Okay. Merci beaucoup pour cette approche très pragmatique, finalement, de l'approche, en tout cas, de l'esprit critique au niveau du recruteur. Peut-être un mot à rajouter sur la partie recruteur ou sur peut-être comment est-ce que vous identifiez ou vous allez chercher à identifier si cet esprit critique est présent, par exemple, chez un candidat? Alors, moi, je travaille dans une administration publique, donc nous, la compétence qu'on recherche en premier, c'est évidemment le sens du service, c'est-à-dire que les agents aient bien conscience que quand ils travaillent, ils sont là pour l'intérêt général et ils doivent être en capacité d'incarner le service public. Dans les valeurs principales du service public, il y a évidemment l'égalité de traitement, il y a aussi le principe de continuité, mais il y a surtout le principe d'adaptabilité, donc de ce qu'on appelle la mutabilité du service, c'est-à-dire la capacité que doivent avoir les agents et les administrations à répondre aux besoins des usagers, ce qui nécessite en fait une adaptabilité permanente à l'évolution de ces besoins. Donc nous, c'est vrai que l'esprit critique qu'on attend, c'est effectivement la capacité que peuvent avoir les candidats à se poser les questions sur comment rendre le service, quels sont les besoins des habitants, des citoyens, des usagers aujourd'hui. Et en fait, c'est un secret pour personne, l'administration aujourd'hui, ça ne fait plus tellement rêver les candidats. Il y a une image de l'administration qui peut être un peu vieillotte, un petit peu une image d'immobilisme. Donc aujourd'hui, nous, on a des difficultés parfois à recruter. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut changer notre manière de faire et non pas chercher les cadors en termes de compétences techniques et de connaissances, de diplômes, etc., mais plutôt aller chercher des potentiels. Moi, j'appelle ça miser sur les pépites. On en a des gens
On en a tous croisé, je pense, des candidats où on se dit il n'a peut-être pas exactement les compétences que j'attends à la base, mais par contre, on dessine chez lui qu'il fera de grandes choses. Donc voilà, moi aujourd'hui, en tant que recruteur, je commence à m'axer davantage sur cette vision-là et j'essaye de la répandre un peu dans la collectivité, mais c'est pas toujours évident parce qu'en fait, les managers qu'on accompagne dans les processus de recrutement, eux, ce qu'ils attendent, c'est des gens opérationnels de façon immédiate. Et donc, miser sur l'avenir et miser sur du moyen terme, ça nécessite en fait un changement de culture. Là, c'est vraiment... il faut voir un peu la vie professionnelle autrement. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ton point de vue qui nous permet justement aussi d'avoir voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau du recruteur et justement que ce soit comment est-ce qu'il mobilise lui-même, en tout cas l'esprit critique dans ce processus de recrutement, mais aussi comment est-ce qu'il va aller identifier l'esprit critique chez la personne qu'il est en train de recruter. Et j'ai envie de dire, et quid du recruté, Emmanuel? Alors juste avant de répondre à ta question, j'ai bien envie de surenchérir sur mes collègues. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et merci à toutes les deux de nous montrer qu'on peut diriger ou manager un service RH et toute une politique de recrutement avec les valeurs que vous avez, le regard que vous avez. Moi, sur le terrain, j'en vois pas beaucoup des comme ça. J'ai un peu envie d'enfoncer le clou et de dire, OK, là, aujourd'hui, depuis hier et aujourd'hui, on parle de pensée critique et on cultive la pensée critique et nanana. Dans la réalité, est-ce qu'on attend des collaborateurs qu'ils aient un esprit critique? Et est-ce qu'on attend des recruteurs qu'ils aillent chercher des candidats et donc des futurs collaborateurs qui aient un esprit critique? Alors je vais avoir une vision extrêmement manichéenne du monde du travail. Pour moi, il y a toute une frange d'entreprises, d'organisations, de collectivités, d'associations employeuses qui effectivement ont cette ouverture d'esprit et ont conscience que c'est une compétence comportementale qui est à la fois bonne pour l'expérience individuelle et pour l'expérience collective. Oui, mais il y a toute une frange d'employeurs aujourd'hui qui attendent tout sauf des gens qui réfléchissent et qui vont potentiellement remettre en question ce qui se passe dans l'entreprise. On leur demande d'être conformistes, on leur demande d'exécuter. J'étais choquée, la semaine dernière, j'étais dans une grande boutique. Le jeune homme en caisse, je l'interroge sur, je ne sais plus, un produit que j'étais en train d'acheter. Et il me dit, Madame, je suis caissier, je ne suis pas payé pour réfléchir. En 2022, entendre ça, j'étais choquée. Et on parle d'une très grande enseigne de grande distribution. Donc, est-ce qu'on demande aux recruteurs d'aller chercher des candidats qui ont de l'esprit critique? Je ne sais pas. Rappelons quand même que quand on recrute, on va chercher un individu pour occuper un poste dans une organisation. C'est-à-dire qu'on va aller prendre une personne humaine avec toutes ses croyances, ses valeurs, son histoire, sa personnalité, etc., ses envies, ses aspirations. Et cette personne, on va lui demander d'occuper une mission, un poste de travail. Est-ce que tous les postes de travail exigent qu'on fasse preuve d'esprit critique? Est-ce qu'il est bon de faire preuve d'esprit critique dans tous les jobs? La question est ouverte. J'aurais tendance à penser que oui, parce que je crois fondamentalement que c'est intéressant d'essayer d'être plus que soi, voilà, ou d'être la meilleure version de soi-même, etc., et de s'enrichir du collectif. Mais peut-être qu'il y a des postes où, clairement, plus le collaborateur réfléchit, moins il est productif à court terme. Et encore une fois, il y a cette histoire de poste, mais ce poste, il s'occupe dans une organisation, dans une entreprise. Et donc là, je vais faire appel à la question de la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, comme tu le soulignais d'ailleurs, à l'instant, Alice, la culture, ce sont des valeurs cultivées. Tu le disais, Bérangère, des valeurs incarnées dans les comportements. C'est tout sauf une affiche avec des jolis mots accrochés en salle de réunion ou dans un joli hémicycle. Est-ce que l'entreprise affiche, par exemple, la liberté d'expression, la transparence, l'authenticité? Est-ce qu'elle l'affiche et est-ce qu'elle l'incarne? J'ai jamais vu de charte éthique d'entreprise qui inscrit ce mot, cette expression, la pensée critique. Donc ça peut nous interroger quand même. Par contre, ce que je vois sur le terrain, nous, dans les démarches QVT qu'on met en place chez nos clients, c'est qu'on voit des dirigeants, et plutôt dans des petites entreprises, je dois le dire, qui se plaignent d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment force de proposition. Oh, ils exécutent, mais ça serait bien à un moment donné qu'ils lèvent le nez du guidon et qu'ils soient plus force de proposition. Et ouais.
Mais passer d'une culture de laborieux exécutant qui est sur un poste, sur une tâche qui est objectivée, qui est évaluée avec du quanti, et du jour au lendemain dire on est dans une entreprise libérée, et tout le monde est beau, on est tous intelligents et on va faire un truc extraordinaire tous ensemble, je pense qu'on est un peu dans le virage et qu'on n'est pas tous au même rythme dans ce virage. Ça va, vous m'aimez encore ou Ah bien sûr, vas-y, pas répondre. Là où je partage ton analyse, c'est que je pense que concrètement, l'esprit critique, ça fait peur aux managers. C'est-à-dire que l'esprit critique, enfin, la pensée critique, ça peut vite passer pour les managers pour une espèce de remise en cause permanente des pratiques, des décisions qui peuvent être prises, etc. Et finalement, en bout de course, une remise en cause de l'autorité hiérarchique et voilà, des décideurs. Je pense qu'en fait, ce qui doit être mis en pratique donc dans la collectivité dans laquelle je travaille ou dans les entreprises de façon plus générale, c'est en fait un juste dosage entre le fait de laisser la possibilité aux gens d'exprimer leur point de vue, d'argumenter et d'avoir une réflexion constructive en fait sur des process, sur des pratiques. Et en même temps, il faut aussi que les agents ou les salariés qui formulent ces propositions sachent aussi c'est pas parce qu'ils proposent qu'ils en deviennent décideurs. Donc c'est que chacun en fait admettre la position de l'autre, les propositions, mais qu'en même temps, en bout de course, chacun reste à sa juste place. Je peux rebondir, Linda? Allez, vas-y. En fait, quand je t'écoute, Alice, je vois mes enfants au collège. Et je me dis, on est en train de débattre de la posture des RH et donc des collaborateurs et de leur capacité à faire preuve de pensée critique. Mais est-ce qu'à l'école, on invite nos enfants à penser par eux-mêmes? Quand on voit ces adolescents qui commencent à avoir une très forte conscience citoyenne, écologique, qui sont capables de dire mais madame, en fait, je suis pas complètement d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, peut-être que j'ai pas bien compris, mais moi, je pense que ça. Et qu'ensuite, sur leur bulletin, il y a marqué votre enfant est impertinent. Est-ce que c'est pas dès l'enfance, alors à la fois dans nos familles, dans nos postures éducatives en tant que parents, mais aussi à l'école, qu'on devrait autoriser, cultiver cette ouverture, ce droit à l'opposition, et encore une fois à l'opposition douce, à l'opposition non violente. Voilà. Enfin bref, il y a tout à refaire, quoi. Alors, simplement pour un petit peu compléter ce que vous venez de dire les unes et les autres, moi du coup me vient une question, ok, et alors je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que je fais de mon esprit critique ? Donc là, moi, je vais prendre la casquette du candidat. Je vais me faire la protectionniste du travailleur. Alors que je suis patron moi-même depuis 20 ans, mais j'adore comprendre ce que vivent les travailleurs, me mettre à leur place. Et qu'est-ce qui se passe pour un candidat quand il arrive face à un recruteur ? Il est aujourd'hui très rarement en position basse de supplier qu'on l'embauche. On va prendre les deux cas. On va prendre le cas où il n'est pas du tout en position basse, où le recruteur est en galère, clairement, pour avoir des ressources humaines à la hauteur des ambitions. Ce candidat qui arrive en face, il a envie d'entendre la promesse qui est faite par le recruteur de l'expérience qu'il va vivre au travail. C'est ce qu'on appelle la marque employeur, le discours de marque employeur. Un candidat qui exercerait sa pensée critique, il arriverait à l'entretien déjà dans une position adulte-adulte, en se disant qu'il n'est ni en soumission ni en domination, qu'il a quelqu'un en face de lui qui a une proposition à lui faire et que lui soit en capacité d'évaluer si cette proposition lui convient. C'est-à-dire que déjà, il soit en dialogue intérieur en se demandant si la proposition qui lui est faite correspond à ses propres critères, qu'il s'autorise le droit de faire cette évaluation avec lui. Et ensuite, on le voit bien dans la façon dont on peut exercer cette compétence de pensée critique, c'est aller chercher des informations au-delà du discours du recruteur. Parce que sincèrement, les recruteurs, enfin, vous les formez bien, vous êtes des bonnes recruteuses, mesdames, on a très envie de venir bosser chez vous. Et je pense que là, vous avez deux super structures, ok. Mais le candidat, il ne peut pas que se fier au discours de la recruteuse ou du recruteur, à ces quelques minutes, à la jolie plaquette qui a été distribuée dans le hall. Le candidat aujourd'hui, il a accès à beaucoup d'informations. Il peut aller se documenter,
Il peut aller lire des sites internet, il peut aller lire des médias, puis il peut rentrer en contact avec les collaborateurs de l'entreprise en disant « Dis donc, je postule sur un poste de je sais pas, développeur Java chez toi. J'ai vu que toi, tu y es depuis 15 ans. Waouh, c'est beau, 15 ans dans cette boîte. Alors raconte-moi de l'intérieur comment ça se passe. » Et là, je ne vais pas vous bassiner avec les labels B Corp, Great Place to Work, etc., qui n'ont, à mon sens, pas toujours une très grande crédibilité. Mais en tout cas, je pense qu'un candidat qui doit faire preuve d'esprit critique, c'est quelqu'un qui va être capable à la fois de s'interroger pour savoir si ce qu'on lui propose lui convient, mais qui va être aussi dans l'ouverture, la quête d'informations, pour aller croiser les données et du coup pouvoir se forger une opinion par lui-même de l'adéquation entre ce qui lui est proposé et ce qu'il va vivre. Après, il faut garder en tête qu'un candidat, une fois qu'il est embauché, ça s'appelle un collaborateur. On n'est plus en train de le draguer pour le faire venir. Il va vivre quelque chose chez nous. Et donc, la promesse qui a été faite en marque employeur, il faut que cette promesse, elle soit tenue. Donc, si en tant que recruteur, je dis, toi, candidat, je cultive ton sens de la pensée critique, et que le candidat, au bout d'une semaine, il commence à se sentir un peu à l'aise, il la ramène en réunion, il fait une proposition, et qu'on lui dit « Eh, poupou, plus jeune, là. Attends, d'abord, fais tes marques et on en reparle. » Waouh, il est en train de faire une expérience contraire à celle qu'on lui a proposée au départ. Donc attention à ne pas être non plus dans la surpromesse au départ, de cultiver une compétence comportementale qui n'est pas forcément attendue sur le terrain. Et ça me fait mal de vous dire ça. J'adorerais vous dire le contraire. Juste, restons réalistes, tu as raison. Oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, c'est vrai que le monde du recrutement a totalement changé. Maintenant, on dit que les candidats sont des vrais clients. Et juste pour faire un retour d'expérience sur les entretiens qu'on peut vivre, beaucoup maintenant de candidats, et c'est presque systématique à la fin, ils nous demandent même qu'est-ce qu'on fait nous dans l'entreprise. Et nous challenge sur nous, notre manière de vivre l'expérience au sein de l'organisation. Je trouve ça très très riche et ça montre aussi que justement l'état d'esprit des candidats a changé. Et je trouve que l'esprit critique arrive dans les entretiens aussi de la part des candidats. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un vrai changement de situation. Après, je suis en phase sur le fait que des fois, il peut y avoir des écarts entre la promesse et la réalité. Alors déjà, parce qu'une entreprise, c'est composé de plein d'individus qui sont différents et donc on ne peut pas être tous justement alignés sur ça. Donc c'est vrai que quand un candidat arrive dans une organisation qui devient collaborateur, c'est important qu'il soit en phase avec son manager, même si après il y a tout l'écosystème autour. Mais il faut... Ce que je disais en introduction, l'esprit critique est une compétence comportementale qui est de plus en plus valorisée depuis quelques années aussi. Donc il faut accepter aussi qu'on est dans une dynamique de changement et il faut accompagner le changement. Et c'est pas en disant bah non, moi ça va pas, il accepte pas mon esprit critique, je pars, que ça va faire changer les choses. Et donc c'est là aussi où je trouve qu'il faut que chacun participe au changement, et même si des fois c'est pas toujours évident, je pense que la dynamique elle est bonne, même s'il y a encore des marges de progrès, quoi. Je rejoins ce que vous avez dit aujourd'hui, enfin en tout cas ces derniers mois. Ce que nous on a pu noter, c'est que dans les entretiens de recrutement, il y a une forme de rapport de force qui a changé de camp. Clairement aujourd'hui, nous on cherche du monde et les candidats ils sont appâtés de partout. Ce qu'on constate aussi, c'est que sur le volet administration, aujourd'hui les jeunes, qu'on leur promette la sécurité de l'emploi, c'est plus ça qui les fait venir. Voilà. C'est même plus que la rémunération non plus, c'est la capacité à être en adéquation avec les valeurs qui sont portées par la collectivité. Je pense notamment à toutes les pensées environnementales, conditions de travail, comme on disait tout à l'heure, la bienveillance, le partage, l'écoute, etc. On a vraiment changé de regard en fait sur l'entreprise et ce qu'on y fait, voilà. Comment on s'y développe et comment on y vit. Voilà. Donc j'entends l'entreprise challengée finalement par les candidats de plus en plus sur différents niveaux.
Et donc, j'arrive à une question qui est plus finalement alors du rôle de l'entreprise. Comment favoriser cet esprit critique dans les entreprises? Comment est-ce que les entreprises peuvent répondre aujourd'hui à ce besoin justement d'esprit critique? Comment est-ce qu'elles vont favoriser le développement de cet esprit critique et des soft skills qui lui sont liés? Alors, pour favoriser cette compétence, il faut déjà, à mon sens, qu'elle soit souhaitée de manière authentique par la gouvernance. Donc là, on rejoint les questions de culture dont on a déjà parlé. À mon sens, il faut aussi que cette gouvernance et toute la ligne managériale, qu'elle soit des N+55 ou du manager de proximité, qu'ils soient tous exemplaires en la matière. C'est-à-dire que c'est compliqué de demander à un collaborateur d'exercer sa pensée critique si soi-même, en fait, on n'en fait pas preuve. Voilà. Ensuite, je pense, et là, si je le ramène maintenant au niveau vraiment du travailleur, je pense qu'on peut favoriser sa pensée critique si on lui fait vivre ce que je vais appeler de la sécurité psychologique. On entend beaucoup parler en qualité de vie au travail, en prévention santé-travail, du risque psychosocial. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité, ne pas se sentir en survie. Et la sécurité peut passer par plein de dispositifs X ou Y, préservant notamment son intégrité physique. Mais on a récemment découvert qu'on était une âme, un esprit, qu'on n'était pas qu'un corps, et qu'il s'agissait aussi de prendre soin de la santé psychologique des collaborateurs. Et cette santé psychologique, ce bien-être passe par ce sentiment de sécurité. Cette sécurité psychologique, elle vient notamment du sentiment d'inclusion qu'on va pouvoir vivre au travail, donc le fait de se sentir appartenir à un collectif dans lequel on a sa place, dans lequel on est accueilli, reconnu, etc. Ça passe également par le sentiment de reconnaissance, tout ce qui est valorisation des collaborateurs, et par la capacité qu'on peut avoir dans l'entreprise à écouter les voies d'épanouissement des collaborateurs, à les mettre sur les rails de cette réflexion pour qu'ils trouvent eux-mêmes le sens dans leur travail et que l'entreprise communique la grande mission qui est la sienne, qui est sa raison d'être. Le collaborateur, une fois qu'il est en sécurité psychologique sur tout ça, et donc il y a un peu de boulot, et puis c'est vivant, c'est fluctuant, si on lui dit, voilà, tu te sens globalement plutôt bien dans notre entreprise et j'aimerais vraiment que tu fasses preuve d'esprit critique. Je pense qu'il est important de cultiver 3 choses. La première, ça serait l'humilité. L'humilité, parce qu'on est, il me semble, je vais parler un peu de nos générations, on a à peu près le même âge toutes les 4, on nous a demandé d'être parfaits. Et excusez-moi pour le côté un peu féministe, on nous a demandé d'être parfaite. On nous demande d'être parfaite, on nous demande d'être toujours plus, d'être toujours mieux. Et c'est très compliqué d'accepter qu'on ne puisse pas l'être. Et un jour, la vie, elle nous met une jolie claque, on prend un mur, puis on se rappelle qu'on ne sera jamais parfait, qu'on ne pourra jamais être idéal dans le regard de papa ou de maman, ou du professeur ou du manager. Donc je pense qu'il faut beaucoup cultiver l'humilité pour mettre les collaborateurs en situation de sécurité psychologique et du coup qu'ils puissent s'autoriser cette pensée critique. Le deuxième ingrédient, pour moi, ça serait la confiance. Et quand je dis la confiance, c'est j'ai confiance, je te respecte dans ta singularité, dans ta différence, j'ai confiance en le fait que lorsque tu vas exprimer ton point de vue ou lorsque tu vas questionner et quelque part réinterroger, remettre en question ce que moi j'ai pu te dire ou ce que j'ai pu te faire vivre, j'ai confiance dans le fait que tu le fais pour le bien commun. Et quand je dis pour le bien commun, c'est à la fois pour le bien individuel et pour le bien collectif. C'est-à-dire avoir confiance, et j'en ai les frissons quand je vous le dis, en l'humanité de la personne qui est en face de soi. Croire que cette personne va apporter de l'eau au moulin, non pas pour défendre uniquement son précaré, évidemment pour se respecter, pour contribuer à être respecté, mais aussi en ayant le sens, en gardant en tête le sens que sa réflexion, sa question, son interrogation, sa posture critique est là aussi pour faire avancer des combats de lumière, voilà, des challenges collectifs. Je trouve que ça, c'est très important, le respect et la confiance. Et le troisième point, alors moi qui suis extrêmement sensible à l'inclusion, je pense qu'on ne peut pas cultiver
la sécurité psychologique permettant d'exercer la pensée critique si on ne cultive pas l'ouverture à la différence. Et si on n'est pas intimement convaincu que c'est de la diversité que naît la richesse. C'est pas moi qui le dis. Si, dès le départ, on pense qu'une forme de pensée unique est la bonne voie, si on croit que l'altérité est un obstacle, si on croit que la différence est dangereuse, eh bien on ne peut absolument pas accueillir la divergence de point de vue. Et on peut prendre du coup pour soi, personnellement, un deuxième accord Toltec, toute réflexion qui vient de l'autre. Voilà, humilité, confiance et ouverture à la différence, pour moi, ça serait les 3 facteurs clés pour créer ce sentiment de sécurité psychologique. Alors, je te remercie. J'allais justement, en effet, vous poser la question de savoir quel lien vous faisiez avec justement l'ouverture, enfin, l'esprit critique et l'ouverture justement à la diversité dans l'entreprise. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Bérangère ou Alice? Par rapport à ce sujet-là, moi, j'essaye d'être quand même optimiste sur la place de l'esprit critique dans l'organisation en voyant que les choses changent. Comme je disais, il y a encore du boulot, mais les choses changent. C'est déjà pas mal. En tout cas, de ce que j'observe, alors pas spécialement que dans mon entreprise, il y a de plus en plus de démarches, je trouve, qui sont moins top-down, où on laisse plus de place aussi aux collaborateurs pour exprimer leurs idées, pour faire partie aussi de groupes de travail, etc. Quand je vois tous les dispositifs d'intrapreneuriat aussi, donc alors tout ça fait un lien avec l'innovation aussi, et l'ouverture à l'innovation et à la transformation des organisations. Mais je trouve que quelque chose change par rapport à justement à même il y a 10-15 ans où on était moins dans cette dynamique. Alors après, bien entendu, c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour certaines, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc, pour faire le lien avec la diversité, c'est sûr que la culture de l'entreprise est essentielle, justement, au travers de sa culture vis-à-vis de l'innovation, de la transformation, pour ensuite se doter de compétences diverses pour en faire vraiment une richesse. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que j'aurais à ajouter. Et je trouve que ça va quand même, je répète, mais plutôt dans le bon sens, même s'il y a encore du travail. Donc c'est. Merci. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. Le besoin d'avoir confiance dans l'organisation, ça me semble indispensable pour permettre aux salariés, aux agents, de sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sentent qu'ils ont le droit de douter, de dire qu'ils doutent, de dire qu'ils ont peur, de dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, qu'ils ne sont pas sûrs du collectif, oser en fait. Et à mon sens, pour qu'ils puissent le faire, il faut que les salariés sachent que oser dire qu'on doute ou oser dire qu'on a peur, la collectivité ou l'entreprise, on le prend comme une qualité et non pas comme une faiblesse. Donc en fait, ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la bienveillance, l'écoute, le partage. Il faut que l'agent ou le salarié se sente en droit de s'exprimer avec la conviction que ça va être accueilli de la bonne manière. Et donc à mon avis, tout ça, ça rejoint aussi le principe du droit à l'erreur. C'est-à-dire que plus on sait qu'on a le droit de se tromper, plus on va oser sortir un peu des carcans habituels. Donc je comprends en effet qu'il y a encore du chemin, mais qu'on est plutôt sur la bonne voie, en tout cas avec un virage qui est entamé, avec une reconnaissance. En tout cas, aujourd'hui, on déjà il y a une table ronde aujourd'hui. On est en train de parler et de débattre autour de l'esprit critique dans l'entreprise. Donc voilà une belle mise en œuvre, en tout cas j'ai envie de dire d'une réflexion constructive au bénéfice d'un sens commun qui est celui de l'entreprise notamment et du salarié dans l'entreprise. J'entends qu'en effet il y a aussi dans ce virage initié, il y a côté entreprise un travail continu à faire pour instaurer la confiance et le respect, et notamment le respect du droit à l'erreur.
et que côté collaborateur, il y a aussi tout ce travail qui reste à faire de prise de conscience, justement, de cette capacité à oser dire, oser faire, oser dire aussi je ne sais pas faire, oser dire j'ai peur, oser dire j'ai besoin d'aide. Et que tout cela, justement, forme la diversité des entreprises. Donc, plus cet esprit créatif sera développé et plus cette diversité aussi sera riche dans les entreprises. Par rapport à tout ce que l'on vient de se dire, avez-vous autre chose à rajouter, à venir compléter? Qu'est-ce que vous auriez envie de venir apporter, peut-être pour le débat suivant, justement, pour faire preuve d'esprit critique? Elle était super belle, ta conclusion. J'ai presque chialé. Ouais, moi, j'aurais juste envie de dire que si l'éducation tout court n'a pas permis de cultiver la pensée critique, alors il est, à mon sens, le devoir des entreprises et organisations employeuses d'être des lieux d'éducation populaire. Et qu'il n'y a pas de honte à ne pas être éduqué à la liberté d'expression. Il n'y a pas de honte à avoir des difficultés à identifier ses émotions et les exprimer. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Socialement, c'est hyper compliqué d'oser dire j'ai peur. J'ai peur de te dire ce que je pense parce qu'en fait, j'ai peur de la réaction que tu vas avoir. J'ai peur de ne pas savoir gérer ta réaction. J'ai peur de l'image que ça va dégager de moi dans ton regard. J'ai peur. Et en fait, toutes ces peurs-là, enchevêtrées, tout ce qui se passe dans le bocal, juste avant qu'on ose dire les choses, eh ben, en fait, c'est OK. Et je crois qu'il n'y a personne ici qui fait exception en la matière. La peur est un vrai sujet qui mérite d'être abordé dans le monde du travail. Parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour dans notre vie au travail, d'amour dans le vrai sens du terme, je ne suis pas en train de vous faire des appels du pied pour des choses obscènes, bien sûr que non. Le vrai amour, la vraie qualité de la relation, la vraie considération de l'autre. Je crois qu'on a vraiment tous, en tant qu'acteurs dans nos vies professionnelles, un vrai rôle à jouer, une vraie responsabilité individuelle et collective, à faire du travail aussi un lieu de découverte de soi, d'émancipation, en fait, pour que le travail nous donne de la dignité au lieu qu'il nous détruise. Adieu Sripalium. Quelque chose à ajouter en conclusion? Juste, moi je vais faire un peu travailler ma pensée critique. Oui. En fait, il n'y a que des femmes qui parlent aujourd'hui des soft skills à cette tribune. Je crois que ça révèle quelque chose en termes de promotion de la bienveillance, de l'écoute, du dialogue, du droit à l'erreur, justement. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à travailler profondément culturellement et sociétalement presque. Je crois qu'il y a certaines valeurs et certaines pensées qui malheureusement encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, peuvent être vite considérées comme des faiblesses. Et je crois qu'il y a quelque chose là qui s'apparente aussi malheureusement à une forme de sexisme. Voilà. Je crois que tout ça, c'est un peu étroitement lié. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois parfois au travail. Donc, voilà, il y a du travail, mais c'est un beau chemin à parcourir. Et je pense aussi qu'on est encore sur un périmètre et un regard très français. Donc, c'est amusant par rapport au droit à l'erreur, par rapport à la peur, etc. Et donc, on doit vraiment encore plus s'inspirer des modèles anglo-saxons, scandinaves, etc. Peut-être pour aussi sortir de ces craintes et de ce monde du travail qui peut-être laisse moins place à tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, pour votre esprit critique jusqu'au bout. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de vous passer la parole à vous. Peut-être y a-t-il des questions, des remarques, des esprits critiques qui auront envie de s'exprimer. Des hommes qui auront envie de répondre. Bonjour, je ne suis pas une femme, je ne suis pas français, mais si je pouvais voter demain, je voterais pour vous. Ah, merci.
Et voilà, donc à la veille des élections en France, voilà, on parle des... J'ai beaucoup aimé la pensée unique, voilà, éviter la pensée unique. Et bon, moi je suis quand même un peu, quelque part, choqué de est-ce que ça peut donner des mains comme résultat. Et le pire, c'est qu'en Espagne, c'est encore moins bien. On voit que l'extrême droite, elle monte en puissance. Et voilà, donc, comment les entreprises peuvent influencer le monde politique? Parce que je trouve qu'au niveau personnel, chacun a sa petite bataille. Au niveau de sa communauté, au niveau des entreprises, j'ai l'espoir que ça puisse influencer un peu plus. Et le dernier bastion, c'est la politique. Je vois que c'est là où on a plus de mal à faire introduire l'esprit critique. Donc, d'après vous, comment le monde de l'entreprise, comment toutes ces valeurs-là peuvent arriver à faire changer les choses au niveau politique? Merci. Bonjour et merci pour ta question. Je me permets de te tutoyer parce que je me sens proche de toi. Moi, je suis dans l'économie sociale et solidaire depuis quasiment 20 ans. Et on en entend beaucoup parler quand on est dans la famille de l'ESS, puis à l'extérieur sans doute un peu moins. C'est presque 30% de l'économie aujourd'hui en France qui est représentée par des entreprises, dans le sens entreprendre, c'est-à-dire qui se bougent les fesses, qui organisent des projets, qui réunissent des personnes, qui les réunissent autour d'un sens commun. Près de 30% de l'économie aujourd'hui qui décide d'être avant tout respectueux de l'humain et de la planète avant de faire du profit. Il y a autour de l'économie sociale et solidaire toute une frange de l'économie qu'on peut appeler l'économie à impact, les entreprises à impact, entreprises responsables, entreprises à impact. On peut aller jusqu'aux entreprises à mission, etc. Moi, je représente le mouvement Impact France sur Toulouse. On est quand même aujourd'hui un certain nombre d'entreprises à se retrouver pour mettre en commun et faire converger la façon dont l'entreprise peut mener des combats politiques dans sa raison d'être. Et en fait, même la question, elle est même bête dès le départ, parce que nous autres entrepreneurs sociaux, nous ne considérons pas que l'entreprise doit être autre chose que une organisation qui a une utilité sociale, sociétale. En fait, on ne comprend même pas l'idée de monter une boîte pour gagner de l'argent, pour enrichir des actionnaires. En fait, c'est même pas entendable pour nous. Dès qu'on gagne de l'argent, on le réinvestit dans l'entreprise, on augmente les gens, on monte des nouveaux projets, on crée des filiales, mais on fait avancer le monde, en fait. C'est pour ça qu'on a nos boîtes. Et aujourd'hui, j'ai été un peu pénible pendant toute la table ronde à faire l'avocat du diable, mais j'ai envie d'incarner aussi ce discours plus optimiste et pink et green, qu'il y a quand même aujourd'hui, à mon sens, c'est au moins 40% de l'économie française qui est dirigée par des patrons qui ont un cœur à la place du cœur. Et donc on fait de la politique chaque jour. Merci, Mamie. D'autres questions, remarques dans l'Assemblée? Moi, j'en avais une. Oui. Quand il s'agit, par exemple, de gérer une équipe d'ouvriers, par exemple, sur une chaîne de production style automobile, comment on peut... quels sont les outils que vous mettez en place avec les managers pour justement favoriser l'esprit critique des ouvriers qui sont sur la ligne, alors qu'on demande juste d'assembler des pièces et de ne pas réfléchir et de faire du travail de qualité? Alors, personnellement, pour l'avoir vu et l'avoir en tout cas encouragé, il y a plein de possibilités. Et là, je rejoins en effet ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une intention au départ. C'est-à-dire que, comme l'a dit Manu, il parlait d'incarnation aussi, c'est-à-dire que cet esprit critique et cette volonté d'ouverture, soit elle est incarnée et elle est vécue véritablement au niveau de la direction et dans les entreprises dont vient de parler Emmanuel. Donc là, on est vraiment là-dedans. À partir du moment où c'est incarné et qu'il y a une intention, on peut tout à fait organiser différentes
différentes méthodes qui permettent d'aller finalement récupérer l'information, de récupérer la vie, récupérer les questions aussi qui peuvent émerger auprès des populations, y compris les populations qui sont sur les chaînes de montage, et j'ai envie de dire surtout auprès des populations qui sont sur les chaînes de montage. L'objectif, c'est surtout d'être attentif sur le comment on va y aller. Parce que le super mail corporate qui part de façon collective, il ne leur parviendra jamais. Donc, comment est-ce qu'on les adresse? Moi, je sais que dans certaines entreprises, on est allé directement les voir lors du petit point d'ouverture, le petit point qualité fait par le superviseur tous les matins pendant 5 minutes pour donner en effet de l'information, on va dire, très opérationnelle, et profiter de ce point-là parce qu'on était en proximité, parce qu'on est avec les équipes, et de dire, et au fait, par rapport au projet X ou Y, vous avez des questions, vous avez des avis, pour vous, ça veut dire quoi? Voilà. Et c'est aussi donner, en fait, des espaces, j'ai envie de dire des espaces de parole aussi. Mais c'est faisable dès lors que l'on veut le faire. Et pour compléter, je pense que s'il n'y a pas l'intention qui vient de la direction du manager, il faut oser aussi demander à un moment donné si vous pouvez participer à d'autres choses. Enfin, voilà, c'est aussi important de stimuler aussi, si vous en avez envie, vos managers, votre direction, parce que c'est important. Peut-être qu'ils n'ont pas tous conscience de votre potentiel et vos capacités à rechallenger les choses, donc il faut oser. Alors moi, le côté chaîne de montage, ça, personnellement, c'est très loin de mon activité, donc ça ne me parle pas tellement. Mais par contre, je vais vous donner l'exemple des agents de propreté, parce que ça me parle davantage. On peut avoir en tête que, par exemple, les agents de propreté, en fait, entre guillemets, il y en a qui considèrent que c'est dans la basse besogne, où il n'y a pas besoin de réfléchir. Tous les jours, ils font la même chose sans se poser de questions. À mon sens, en fait, si on commence à s'intéresser au métier de chacun et considérer que chacun a de la valeur dans l'organisation, on peut se dire que chacun a quelque chose à y apporter. Typiquement, les agents d'entretien, c'est eux qui sont sur le terrain tous les jours, c'est eux qui croisent finalement leurs usagers, c'est-à-dire ceux à qui ils rendent le service. Donc les laisser s'interroger sur la fréquence de passage, sur le sens de leur tournée, sur l'utilisation des produits, et puis peut-être adapter dans tel service ou tel endroit, il y a plus besoin tel jour parce qu'il a vu qu'il y avait telle activité qui se pratiquait, etc. Je pense que ça, c'est déjà donner la place à chacun de s'exprimer sur son travail et d'y apporter quelque chose. Et du coup, ça permet que le salarié ou l'agent, ils reçoivent en fait une reconnaissance de l'importance du travail rendu. Moi, j'aurais envie de rajouter que ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que le jour où le décideur a enfin pris conscience que le principal sachant sur le travail, c'est le travailleur, ça change tout. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le jour où les employeurs, les dirigeants, les managers comprennent ça, loin d'avoir l'impression de perdre du pouvoir, ils se délestent d'un poids. Ils se disent, mais il faut que j'arrête de porter sur moi la responsabilité de l'efficacité de tout le monde. Il faut que j'arrête de porter le sac à dos chaque jour de leur bien-être au travail. Et en fait, balle au centre. Je suis responsable des conditions dans lesquelles je te fais travailler. Tu es responsable de la façon dont tu le vis. Et comment, en fait, on va pouvoir, ensemble, faire en sorte que tout ça se passe bien humainement et que ça soit performant. L'entreprise, elle doit être performante opérationnellement pour être performante économiquement et financièrement, sinon elle ne survit pas. D'accord ? Mais quand le chef d'entreprise finit par comprendre, et souvent les DRH, vous faites un job incroyable auprès des DG pour ça, quand le DRH finit par comprendre qu'il y a un cercle vertueux entre le bien-être et la performance opérationnelle, c'est-à-dire que si je prends soin de ton bien-être, tu seras plus efficace. Et si je prends soin de te donner tous les moyens te permettant d'être efficace, alors tu te sentiras mieux. Le jour où on comprend ça, on se dit, mais finalement, comment je vais faire alors pour qu'il se sente bien et qu'il soit efficace? Et là vient la prise de conscience, mais c'est lui qui a la réponse. C'est pas moi. Je vais arrêter de supposer. 3e accord Toltec.
Je vais arrêter d'aller marcher dans sa tête pour imaginer ce dont il a besoin. On voit plein d'erreurs, nous, sur le terrain en matière de QVT. Les employeurs, on n'est pas loin de la semaine de la QVT, je vais faire la blagounette. Ils achètent des baby-foot pour faire en sorte que les ouvriers soient efficaces. Mais ils ont envie de bien faire quand ils font ça, quand ils mettent 3 000 € dans un baby-foot. Et si on leur posait la question aux travailleurs, qu'est-ce qui te permettrait de te sentir mieux? Et qu'est-ce qui te permettrait de mieux faire ton travail? Alors, on aurait des réponses individuelles. C'est-à-dire que chacun pourrait exprimer et témoigner de sa recette personnelle, de sa qualité de vie au travail. Et chacun pourrait aussi contribuer aux facteurs de bien vivre collectif et d'efficacité collective. Et donc, ta question, elle est sur l'ouvrier. C'est valable pour l'ouvrier, c'est valable pour le manager, c'est valable pour les travailleurs en général. Nous, on aime bien dire travailleur, on ne dit pas salarié ou collaborateur. On dit travailleur parce qu'on considère que tout le monde travaille, est en situation de travail. Et je voudrais en profiter pour ajouter une petite parenthèse, c'est qu'on s'occupe très peu de la situation des dirigeants, qui sont dans une situation d'isolement assez incroyable et qui sont formatés pour avoir de la pensée critique, à qui on demande de s'occuper de tout le monde dans l'entreprise. Et finalement, eux, ils s'occupent très mal d'eux-mêmes. Ils sont souvent en face de leur propre pensée critique permanente. Pour peu qu'ils soient perfectionnistes et ambitieux, c'est terriblement difficile à vivre. Et ils ont souvent assez peu de pairs avec lesquels pouvoir confronter leurs idées, avoir des regards croisés sur leur posture. Donc c'est à tous les niveaux, en fait. L'esprit critique également au service du dirigeant. Et juste, je voulais juste boucler la boucle parce que tu as employé beaucoup le conditionnel, c'est-à-dire que si on questionnait les travailleurs, je préférerais dire si on questionne, parce que tu as quand même des retours d'expérience qui montrent que quand on applique, et ça arrive d'appliquer de plus en plus cette méthode-là, ça fonctionne. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci.